Corps. 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 Corps à corps. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, il y a comme un mouvement de fond, ou on pourrait même dire une lame de fond. C'était déjà présent, mais plus dissimulé, puis ça rejaillit soudainement. Alors, ça a rejailli même violemment avec le mouvement des identitaires, l'ultra-droite, comme on a dit, qui est parti manifester à Romans-sur-Isère, vous savez, où habitaient les agresseurs et meurtriers de Thomas. Ça a pu être perçu plus discrètement, notamment par les journalistes du Figaro, par exemple, qui ont réalisé un reportage sur ces deux France face à face, de Crépol, vous savez, l'endroit où Thomas a été assassiné, à Romans-sur-Isère. C'est un article publié le 30 novembre dernier intitulé comme ça « La prochaine fois, on calmera ces voyous ». Et je vous lis un extrait. « Les chasseurs disent qu'ils vont aller régler la situation à la monnaie. Si ça continue, ils pourraient faire une descente avec leurs carabines », assure Jacques, 60 ans. « Moi, je ne crois plus à notre gouvernement pour remettre l'ordre », poursuit ce commerçant de Romans. Dans un restaurant de Haute-Rive, situé en face de celui des Perroteaux, Louis, 54 ans, gronde. « La prochaine fois, on ira sur le point de deal et on calmera ces voyous avec quelques coups de poing s'il le faut. » Voilà, c'est un extrait du Figaro, donc, du 30 novembre dernier, qui a fait ce reportage chez ces Français, donc sous le choc, après l'attaque contre Thomas et ses proches à Crépol. Et puis, il y a un autre extrait, un autre passage, un extrait de l'émission Envoyé spécial. On y a entendu un homme qui a expliqué comment il a défendu sa maison, défendu sa famille face à des émeutiers qui ont pénétré chez lui par effraction. Cet extrait a rencontré un succès fou sur les réseaux, à tel point qu'on a le sentiment finalement qu'il y avait une attente aussi de ce côté-là. Il a été encensé, il a été valorisé, et le chef d'entreprise qui a défendu sa maison a été présenté comme un héros, un chevalier des temps modernes. Je vous propose, avant de lui donner la parole, d'écouter justement des passages donc de cet extrait d'Envoyé spécial. Et je précise que c'est une nuit de révolte, donc des émeutes de Montargis le 29 juin dernier, dont il est question. Écoutez ce premier extrait. Assaillants viennent d'enfoncer son portail en chêne massif pour tenter de voler sa voiture de luxe. Cédric Galineau demande à sa femme d'appeler la police et descend voir ce qui se passe. J'allais pas descendre les mains vides en caleçon avec cette Gus cagoulé qui est rentré. Je savais pas qu'il y avait des émeutes, moi, en fait. Je savais pas ce que c'était que ces Gus. Donc, par contre, je savais qu'il y avait ma femme et mes deux derniers fils qui étaient là et qu'il était hors de question qu'il arrive quelque chose. Donc, j'ai pris le premier truc qui me tombait sous la main et puis je suis descendu. Et donc, le premier truc que vous aviez sous la main, c'était ? En fait, non, j'ai fait de l'escrime médiévale quand j'étais étudiant. Donc, je faisais des tournois et donc j'ai toute une collection de vieilles épées qui traînent, mais qui sont des épées de tournoi. Elles sont pas tranchantes, elles sont pas pointues. Ça, c'est le premier extrait, on entend un peu le contexte. Et puis ensuite, on a finalement, on va dire, la mise en œuvre et l'utilisation de cette épée médiévale. Écoutez ça. Donc j'ai commencé à frapper le premier qui est tombé, qui se l'est pris dans les hanches. Le deuxième, sur la tête, sur le bras. Ils se poussaient les uns les autres, enfin, c'était la débandade. Leur chef, qui est sorti le dernier, est monté sur le capot en me disant « Ouais, fils de pute, on sait où t'es, on te retrouvera ». J'ai répondu « Bah oui, connard, t'es chez moi ». Je savais pas ce que ces gars voulaient, je savais pas ce qu'ils faisaient là, je savais pas jusqu'où ça pouvait aller. Donc, ce qu'on a qui m'ont dit ah, « Mais tu te rends compte, si t'en avais blessé un ou t'en avais tué un dans les faits divers, machin ». Je dis « Bah ouais, mais dans les faits divers, je préfère être le mec qui a buté un salopard que le mec qu'on enterre avec une petite marche blanche parce que le pauvre, il s'est fait agresser par des racailles. » Enfin, moi, je les connais pas, je leur dois rien. S'ils viennent chez moi, tant pis pour eux, quoi. Ouais, et puis il y a ce dernier passage où il est question, où le journaliste pose la question « Mais vous vouliez vous faire justice vous-même ?» Écoutez la réponse. Si quelqu'un rentre de force de nuit dans un lieu habité, la légitime défense se présume. Donc j'étais dans mon droit. Et d'ailleurs, ni le procureur ni les policiers m'ont embêté avec ça. J'étais parfaitement dans mon droit. Je défendais ma femme, je défendais mes enfants, je défendais ma maison. Voilà. Avec son neveu. Oui, bon, on peut s'arrêter là, en effet. Après, on apprend en effet que Cédric Galineau, avec son neveu et son fils, si je ne me trompe pas, mais vous allez nous corriger, Cédric Galineau, si je raconte n'importe quoi, on continue de veiller, chacun avec une épée dans la main, jusqu'à plus tard dans la nuit, pour assurer la sécurité de leur maison et de leur famille, au passage. Alors, je suis très heureuse de recevoir justement ce chevalier des temps modernes, tant encensé sur les réseaux notamment. Bonjour Cédric Galineau.
Bonjour, Clémence Diakova. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes donc chef d'entreprise à Montargis, enfin en tout cas de Montargis, comme on l'a présenté d'ailleurs dans cette émission Envoyé spécial. Et donc vous avez bien chassé les émeutiers, des émeutiers comme on dit pudiquement, en tout cas qui sont entrés chez vous par effraction. Je crois que c'était le 29 juin, c'est bien ça, lors des émeutes de Montargis. Voilà. Et nous sommes également avec Alexandre Cuignage-Lapreval. Bonjour. Bonjour Clémence. On vous connaît, vous êtes chroniqueur chez nous pour parler justement de la propriété privée. Et aujourd'hui, c'est intéressant parce que vous êtes très sensible à cette question en tant qu'avocat de la propriété privée et de la légitime défense également, la légitime défense qui peut aller jusqu'à une question en tout cas sur l'autodéfense. Je voudrais d'abord, avant qu'on aborde la question de manière abstraite, Cédric Galinos, si vous voulez bien nous raconter de nouveau un petit peu comment ça s'est passé, ce que vous avez ressenti et surtout, si vous réalisez à quel point aujourd'hui cet extrait a eu un succès fou, est-ce que vous comprenez pourquoi ça rencontre un tel succès finalement? Quelle est l'attente des Français finalement de vous entendre et d'entendre un Français qui dit moi je suis allé me défendre et ça marche? Alors, c'est la première chose qui m'a surpris, c'est le buzz que ça a fait, le succès que ça a rencontré. J'ai découvert des réseaux sociaux que je ne connaissais même pas, parce que tout le monde s'est mis à envoyer des reprises de la vidéo. Ce qui me fait très plaisir dans cette histoire, c'est que ça a l'air de faire un consensus. Tout le monde, de gauche comme de droite, a l'air de dire que c'est normal de défendre sa femme, de défendre ses enfants pour un père de famille. J'ai même vu, je suppose, un gars qui doit être plutôt très à gauche, se faire lyncher par des gens qui lui ont dit « mais d'habitude tu défends les racailles » et le gars est obligé de dire « bah oui, mais là je suis d'accord ». Donc si on a un point qui peut faire consensus, qui peut réunir les Français, c'est très bien. J'ai été très surpris, je m'attendais à me faire lyncher par tout un tas de bien-pensants. « Oh, le salaud, il tape sur ses pauvres jeunes ». Non, en fait, a priori, personne n'a osé dire ça. Pour une fois, il n'y a pas de clivage, il n'y a pas de débat stérile qu'on a toujours pour savoir qui a raison, qui a tort. Moi, je suis pour. Donc ça, c'est un point que je trouve extrêmement positif. Là, il ne s'est rien passé d'extraordinaire. Il s'est passé que j'ai découvert quelques dizaines de personnes massées devant ma maison avec des fumigènes rouges, avec un groupe de cagoulés en train d'enfoncer la porte. J'ai absolument pas compris ce qui se passait, parce que je ne savais pas qu'il y avait des émeutes. Donc, dans ces cas-là, vous pensez qu'il y a une chose, c'est protéger vos enfants, protéger votre femme, et puis vous faites ce que vous avez à faire. Alors, à titre personnel, j'étais content, parce que vous vous dites, avant que ce genre de choses vous arrive, vous dites « Ah oui, si ça m'arrive, je ferai ça, je ferai ça. En fait, tant que ça ne vous arrive pas, vous ne savez pas ce que vous allez vraiment faire. Évidemment, oui. C'est paralysé, vous pouvez fuir, vous pouvez pas, voilà. Vous pouvez être sidéré. Oui, c'est ça, l'effet de sidération, oui. Voilà, vous ne savez pas exactement comment vous allez réagir, hein, même si vous pensez que c'est pas suffisant. Et donc là, j'étais content de voir que je ne me suis pas posé de questions, hein, j'ai fait ce que j'avais à faire, sans le moindre état d'âme. C'est-à-dire que je n'ai pas l'intention de tuer des êtres humains, ça ne m'intéresse pas, mais si pour me défendre et pour défendre les miens, on peut tuer, je vais le faire, bien évidemment. Et il n'y a pas de débat, enfin, pour moi. Ils étaient 7 ou 8 à l'intérieur, 7-8 gugus cagoulés qui vous veulent manifestement du mal. Hein, parce que je ne sais pas pourquoi ils étaient là d'ailleurs. Hein. Est-ce que c'était pour la voiture? Est-ce que c'était pour moi? Est-ce que c'était pour la maison? Est-ce que c'était pour casser? Donc, là, je vois quand même des jeunes interrogés. Le journaliste leur dit « mais pourquoi avez-vous attaqué les commerçants ?» Et ils répondent « ah parce que c'est l'État ». C'est-à-dire qu'on est quand même au plus haut niveau de débilité et d'absence d'éducation. C'est ce que j'avais dit d'ailleurs au journaliste. Ce qui m'a posé cette question terrible, il me dit, mais évidemment, je pense faire le buzz, me faire passer pour un gros méchant. Il me dit, est-ce que vous avez la haine contre eux? Est-ce que vous voulez vous venger? Et non, j'ai pas la haine. Non, je veux pas me venger. On peut pas en vouloir à des débiles d'être débiles. Il n'y a rien dans le crâne. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais pas me dire, je leur en veux. Il faudrait qu'on soit au même niveau pour leur envoyer. Là, on a affaire à des andouilles qui se sont fait sûrement retourner le cerveau, qui font n'importe quoi. Et c'est ce que j'avais dit aux journalistes, les gens éduqués, ils ne se mettent pas une cagoule sur la tête pour aller défoncer la porte d'inconnu la nuit. Donc là, on a un vrai problème avec des solutions qu'il faudrait trouver. Mais non, on peut pas. La question n'est pas de savoir si je veux me venger ou si je leur en veux. La question, sur le moment, c'est il y a des gus qui rentrent avec une cagoule, ils ont défoncé la porte, donc ils sont de toute façon hors de la loi, hein, clairement. Et moi, indépendamment de la loi, j'ai un devoir qui est de protéger ceux que j'aime, qui sont là. Et
et puis c'est tout. Une question, et je me la suis posée immédiatement en écoutant cet extrait, et visiblement, j'ai vu qu'il y en avait d'autres qui se posaient la même question. Est-ce que vous avez envisagé le fait qu'il soit armé, et notamment avec une arme à feu? C'était pas la question. Alors bon, j'avais quand même pour moi l'avantage des lieux, c'est chez moi, donc je connais. Hmm. Les armes à feu, il ne faut pas croire que ça fait tout, hein. Dans un espace clos, restreint, c'est pas si évident que ça à utiliser. Et de toute façon, c'était pas la question. La question, c'était ma femme, mes fils, mon histoire. Hmm. J'ai pris ce que j'avais sous la main. J'aurais une arme à feu, j'aurais pris une arme à feu, hein. C'est clair. Là, la seule chose qui m'importait, c'est de protéger les miens. Oui. Donc, c'est juste que tout ce que j'avais sous la main, j'ai une collection d'épées que j'ai donnée à un de mes fils. Donc, il me restait juste une vieille épée cassée à réparer. J'ai pris ça parce que j'avais que ça. J'aurais autre chose, j'aurais fait autre chose. Là, vous n'avez pas le temps dans ce genre de situation de vous dire ah bah tiens, j'irais peut-être plutôt faire ça, faire ça. Alors si, bon, on a quand même prévenu la police, hein, évidemment. Oui, bien sûr. Qui est arrivée quand, la police? Comment ? Elle est arrivée quand, la police? Eh ben, quand elle me l'a annoncé, c'est-à-dire 3 heures plus tard, puisque la pauvre, elle était bloquée à Orléans avec d'autres émeutes. Donc, juste après les incidents, ma femme est arrivée à les avoir, parce qu'évidemment, il y avait un nombre d'appels énorme, on était dur à joindre. Donc, on m'a rapidement expliqué la situation. Ils m'ont dit, écoutez, on est bloqué à Orléans, il y a des émeutes aussi ici, c'est compliqué, donc nous serons là dans 3 ou 4 heures. Effectivement, 3 heures plus tard, une voiture de police a fini par passer devant chez moi, on était en train de monter la garde. Ils m'ont dit, vous viendrez déposer plainte demain, parce que là, on est débordé, et c'est pas les moyens de toute façon de faire face. Oui. C'était assez organisé quand même, hein. Les Gugus avaient commencé par, on montait l'histoire ensuite, avaient commencé par bloquer tous les axes en retournant des voitures dessus et en y mettant feu. Donc les forces de l'ordre, le secours étaient complètement bloqués, paralysés, ils ne pouvaient pas rentrer, puis c'est pas sans nom. Je pense qu'on avait un petit groupe d'organisateurs qui était très calibré, hein, qui avait bien fait les choses. Et puis plein de badauds qui venaient au spectacle. Toute la vue, on a vu défiler des gens qui étaient au spectacle. Il y en avait qui étaient en couple avec la poussette, le gamin, ils venaient voir. C'était assez surréaliste, hein, comme situation. Oui. Je ne sais pas si c'est l'anarchie, la guerre. Et alors, justement, nous, on avait reçu Thibaut de Montbrial ici sur ces questions de sécurité après les émeutes suite à l'affaire Naël. Et il nous avait dit que de sources sûres et proches du ministère de l'Intérieur, à peu de choses près, tout craquait. Parce que justement, nous n'avons finalement aujourd'hui pas les moyens d'assurer la sécurité si plusieurs points de feu, on va dire, s'allument, s'embrasent à plusieurs endroits de France. Et puis, et surtout même en localité, dans plusieurs endroits en même temps, parce que finalement, nous sommes relativement limités dans notre défense et dans notre sécurité. Et ça pose justement cette question-là, cette question qu'on pose aujourd'hui dans notre corps à corps. Et là, je vais me tourner vers vous également, Alexandre Cugnages-Despreval. Finalement, quand on voit que là, la police qui est intervenue finalement, hein, c'est pas un manque de volonté de leur part, mais bloquée ailleurs, n'arrive que 4 heures plus tard. 3 heures, 4 heures, d'ailleurs, je vois beaucoup de réactions en direct en disant mais 3 heures, ça suffit pour tuer l'ensemble de la famille si jamais ils avaient des intentions nuisibles. À quel moment le Français, le citoyen français, doit-il considérer qu'il peut, ou qu'il doit même, qu'il a le devoir de se défendre alors pour le moment, on va parler de chez soi, puisque c'est le cas, c'est votre cas, Cédric Galineau, vous êtes défendu chez vous. Après, il y en a d'autres, et ça, c'est pas tout à fait la même question, hein. D'autres qui disent, nous, la prochaine fois, comme je l'ai cité dans cet article du Figaro, on ira calmer ces voyous. Donc là, c'est un autre sujet. Mais commençons par assurer sa propre défense chez soi. Alexandre Cugnages-Despreval, pour le moment, il n'y a pas de problème juridique sur ce sujet-là ? Il n'y a pas de problème juridique, c'est une grande question. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, il y a une cause d'irresponsabilité pénale, donc qui est la légitime défense. Et comme l'a très bien dit Cédric Galineau, il y a une présomption donc, de cette cause d'irresponsabilité pénale en cas d'atteinte de nuit au domicile. Mais qu'est-ce à dire ? Ce n'est qu'une cause d'irresponsabilité. C'est-à-dire que si vous commettez un acte qui est en fait délictuel, on considère que cet acte est tout de même délictuel, mais que vous n'avez pas à subir de peine parce que vous êtes déchargé de votre responsabilité en raison des circonstances. Je peux vous lire le texte. C'est l'article 122-5 du Code pénal. N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une attaque injustifiée envers elle-même ou autrui, donc il y a aussi la défense d'autrui, accomplit dans le même temps un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui. Et
c'est là où le bas blesse, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. Mm. On y reviendra, je pense, tout à l'heure, sur cette question de la proportion, enfin de la disproportion en l'occurrence, parce que c'est un élément central. Ça, c'est le droit actuel, c'est le droit positif, alors qui s'applique en l'espèce au cas de Cédric Galinos. Le problème de fond, à mon sens, c'est la notion même de légitime défense, parce qu'en fait, on a une philosophie derrière qui nous dit c'est l'État qui dispose du monopole de la violence légitime, ce qui est parfaitement contestable en soi. Tous les philosophes occidentaux ont toujours dit qu'on avait un droit naturel à défendre sa propre intégrité physique, ses biens et autrui. Et certains allaient même jusqu'à dire, comme Cicéron, que nous avons un devoir naturel. C'est pas un droit qu'on a de se défendre, c'est qu'on a le devoir de se préserver soi-même. Donc je ne vois pas en quoi l'État s'arrogerait le monopole de la violence légitime. Nous avons absolument le droit, théoriquement, philosophiquement, d'exercer une violence pour se protéger soi-même ou autrui ou ses biens contre la violence exercée par un tiers et à qui, je vous rappelle, on n'a absolument rien demandé. Oui, bien sûr. Là, on parle d'intrusion dans sa propre propriété privée. Donc, absolument. Donc oui, vous soulevez plusieurs questions. La première, c'est le fait que finalement, on n'est pas dans une légitime défense qui serait sacralisée. On est là dans la façon dont c'est rédigé juridiquement, légalement, c'est une présomption d'irresponsabilité, c'est ça ? Exactement. C'est le titre du chapitre. C'est des causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité. Donc c'est vrai que présenté comme ça, déjà ça pose question. Je ne sais pas, Cédric Galinos, ce que vous en pensez, finalement, comme si on était irresponsable, alors qu'on est plus responsable que jamais au moment où vous, justement, vous avez pris votre épée médiévale pour défendre votre famille. Bon, tout ça, c'est de la morale, c'est de la philosophie. Ça ne changera peut-être pas forcément l'action juridique, mais ça pose déjà une question sur ce sujet-là, Cédric Galinos. Écoutez, moi, c'est l'un des points qui m'a le plus intrigué en lisant les commentaires sur les réseaux sociaux. J'ai vu beaucoup de gens qui avaient peur déjà, qui disaient comment il donne son nom, il ne devrait pas, c'est dangereux, j'ai rien à cacher, j'ai rien à me reprocher, donc j'assume qui je suis. Et je me suis rendu compte que pour la majorité des gens, il faut vivre caché. Et le deuxième point, c'est que pour la majorité des gens, et Maître Cugnage d'Apreval, bien fait de le dire d'une autre manière, ils vont au-delà de la loi. C'est-à-dire que ce qui fait le lien entre nous, c'est le texte légal, c'est la loi. Et les gens vont au-delà et croient que leur santé, c'est la sécurité sociale, l'éducation de leurs enfants, c'est l'éducation nationale, et la défense, c'est leur survie ou leur défense physique, c'est la police. Alors, et heureusement qu'on a une police, et elle fait son travail comme elle le peut avec les moyens qu'elle a, et une justice qui fait aussi son travail avec les moyens qu'elle a, mais nous sommes des hommes libres. Nous sommes des francs, c'est-à-dire que c'est quand même nous, normalement, les premiers acteurs de notre santé, de notre sécurité, de notre vie. Et la loi ne nous l'interdit pas. La loi ne nous dit pas laissez la sécurité sociale s'occuper de votre santé, laissez la police s'occuper de votre sécurité. Justement, il y a quand même des cas prévus par la loi où, évidemment, en cas d'agression, la police ne peut pas intervenir instantanément, elle ne peut pas se téléporter. Donc, c'est dans la loi. Les gens vont au-delà de la loi, je crois, et ont abandonné justement peut-être cette philosophie occidentale que nous avions pour rentrer dans une espèce de système étatique où l'État est tout puissant, l'État fait tout pour nous et nous devons attendre que l'État agisse pour nous. Alors, bon, évidemment, c'est un peu particulier, je suis chef d'entreprise. Heureusement que je n'attends pas que l'État agisse pour moi, sinon l'entreprise serait morte depuis longtemps. Mais beaucoup de nos concitoyens, en fait, pensent qu'il faut attendre que l'État fasse et agisse. Non. Tout à fait, gérer nos vies comme des grands garçons. On n'a pas besoin d'attendre que les gens soient là, que l'État soit là, que l'administration décide pour nous. Vous avez raison. Je pense que beaucoup attendent trop de l'État. Mais d'un autre côté, c'est aussi un état psychologique dans lequel on les a mis peut-être un petit peu de force également. Puisque quand on voit, on avait cité cet exemple récemment avec Pierre-Marie Sève de l'Institut pour la justice, quand on voit par exemple ce monsieur qui est une personne d'environ 90 ans,
qui a appelé plusieurs fois la police en prévenant attention, à chaque fois j'ai quelqu'un qui rentre chez moi, puis et puis finalement la police n'intervient pas, qui vient cambrioler, etc. La troisième fois, cette ombre entre chez lui, enfin il voit une ombre, il réagit, il prend un fusil, il tire, il tire un peu comme ça dans le noir, il se trouve qu'il touche la personne et que cette personne, je me rappelle plus si elle décède ou elle est blessée gravement. Bon, finalement cet homme de 90 ans va avoir une peine qui sera l'équivalent de la moitié de la peine qu'avait le cambrioleur récidiviste en rentrant dans cette maison. Donc c'est vrai qu'on se demande, à un moment donné, et on peut encore citer par exemple ce papa qui a défendu sa fille, un violeur acharné qui monte par la fenêtre au premier étage, qui rentre dans la chambre de sa fille pour la violer. Le père évidemment vire cet homme. Le lendemain ou le surlendemain, il voit cet homme encore dans les parages. Il décide d'aller lui donner, de le dégager avec 2-3 amis, et finalement lui-même prend une peine pour avoir voulu dégager cet homme qui rôdait autour de sa maison, alors que c'est quelqu'un qui est rentré chez lui pour violer sa fille. Enfin, on est quand même, justement, si on considérait notre droit légitime, je pense qu'il était tout à fait dans son droit légitime. Mais ces personnes-là ont été condamnées à chaque fois, alors qu'ils pratiquaient une défense qui semble légitime. Et là, on est dans une disproportion, justement, entre la façon de pouvoir répondre et de s'assurer sa défense et la peine encourue derrière. Et c'est pour ça que je vous dis, peut-être aussi, certes, les Français ont pris l'habitude de dépendre beaucoup de l'État, mais peut-être aussi parce qu'on les a désarmés, physiquement certes, mais également intellectuellement sur ce sujet. Alexandre Cugnas de Préval, pour commencer. Oui, c'est évidemment très juste ce que vous dites. Pour moi, et Cédric Galindo l'a très bien soulevé, c'est-à-dire que c'est pas qu'un problème de défense ou de sécurité, c'est vrai dans le domaine de la santé, c'est vrai dans le domaine de l'éducation, c'est vrai dans le domaine économique, etc. Tout à fait. Je voudrais insister sur un point, particulièrement sur le domaine de la sécurité et de l'application de la loi. C'est ce que j'appelle moi personnellement la corruption passive. C'est-à-dire que l'État s'est tellement arrogé le droit d'intervenir dans tous les aspects de la vie qu'il a légiféré sur tous les points. Je veux dire, n'importe quel automobiliste se fait arrêter, n'importe lequel, même le plus assidu. Cédric Galindo va pouvoir témoigner, j'ai l'impression qu'il aime bien les jolies voitures. On va forcément vous trouver une infraction, tellement il y a de textes. Donc on est dans la main de l'État parce que n'importe qui peut se trouver en réalité condamné pour n'importe quoi, n'importe quel chef d'entreprise, profession libérale comme moi, peut et systématiquement en infraction. Et donc l'État peut déployer sa violence et, entre guillemets, sa justice sur vous s'il le décide. Et en revanche, dans 99% des cas, il n'exerce pas sa puissance. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça corruption passive, parce que la corruption active, c'est je décide volontairement de faire un acte illégal. Là, en l'occurrence, ce n'est pas un acte illégal, mais c'est je décide de temps à autre, quand ça m'arrange, d'appliquer la loi. Et donc, ça va vous tomber dessus. Or, le code pénal est extrêmement strict en France. Mais si demain, vous tabassez quelqu'un parce qu'il a voulu violer votre fille, vous allez pouvoir prendre la peine max, alors que un gentil petit ange qui passait par là et qui est rentré chez vous ne va prendre que du sursis. Donc c'est cette disproportion, on revient à ce terme-là, et surtout c'est le deux poids deux mesures permanent qui plonge en fait toute la société dans l'insécurité juridique. Oui. Et une forme d'humiliation, nous expliquait Laurent Burton aussi, qui était venu chez nous en disant finalement on est toujours perdant, on n'agit pas, alors perdant à différents degrés. D'ailleurs c'est ce que vous avez évoqué, Cédric Galindo, qui a été beaucoup relevé dans votre intervention sur Envoyé spécial. Perdant si vous vous laissez faire, évidemment, puisqu'il risque d'y avoir des morts, des blessés, etc. Mais perdant également si vous réagissez, puisque c'est en général contre vous que le bâton va se retourner, le bâton juridique. Et là, ça pose une vraie question d'humiliation, de dignité. Et je pense qu'il y avait aussi un petit peu de ça derrière votre intervention, le succès de votre intervention, Cédric Galindo. Beaucoup en vous ont retrouvé comme une forme de fierté, en fait. C'est vraiment ce que j'ai pu ressentir, en tout cas. Mais Cédric Galindo, avant de revenir sur ce sujet-là de la fierté retrouvée, je voulais vous demander justement ce que vous pensez de cette justice qui peut entraîner et qui aurait pu se retourner contre vous si vous les aviez touchés éventuellement, comme ça s'est retourné contre ce grand-père, l'exemple que je citais tout à l'heure.
Alors, il est vrai que j'avais cette vision autrefois. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes sur l'autoroute, vous roulez à 130, vous êtes au milieu de milliers de personnes qui roulent à 130 et que vous ne remarquez pas, que vous ne voyez pas, puisque vous ne les doublez pas. Et puis arrive un abruti qui roule à 180, qui zigzague entre les voitures, qui met tout le monde en danger. Vous vous dites qu'est-ce que c'est que ce taré? Et puis vous envoyez 5-6 pendant votre trajet. Et vous dites mais les gens roulent n'importe comment. Non, les gens dans leur immense majorité roulent bien, respectent les règles, mais vous ne voyez que ce qui ne va pas, vous voyez que la crevasse à la surface du globe. La justice, que je connais un peu de l'intérieur, c'est ça. Vous avez quand même, il faut le savoir, une très grande majorité de magistrats, de greffiers qui se lèvent le matin et qui font correctement leur travail. Mmh. Il y a des décisions rendues chaque jour qui sont, allez, on va dire plus ou moins conformes au droit, mais qui en tout cas essaient d'être rendues avec un peu de sérieux. Évidemment, ce n'est pas de ces décisions-là qu'on parle, ça n'intéresse personne. On a aussi quelques juges un peu feignants, il y en a partout, et puis d'autres, clairement, disons-le, qui sont idéologisés et qui pensent qu'ils peuvent imposer leur avis et leur opinion par-dessus la loi. Malheureusement, ça arrive, une espèce de complexe de Dieu de certains magistrats, qui eux vont rendre des décisions complètement délirantes, comme reprocher à un homme de s'être défendu, ça me semble effectivement assez délirant, et contraire à la loi. Bon, ça pourrait voir au cas par cas dans les dossiers. Et évidemment, on ne retient que cela. Parce que les journaux ne disent pas que les avions ont bien atterri, ils nous disent uniquement ceux qui se sont crashés. Donc évidemment, on ne retient que ces cas-là, et exactement comme quand on est sur l'autoroute et on ne voit pas que le système ne marche pas si mal, on ne retient que ce qui ne va pas. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut accepter que ça n'aille pas, il ne faut pas sanctionner le bus qui roule à 180, et il ne faudrait pas, personnellement, j'aimerais beaucoup que les magistrats puissent être sanctionnés quand ils font n'importe quoi et quand ils vont contre la loi. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais à côté de ça, il faut quand même raison garder, il y a énormément, enfin une immense majorité, j'en connais, de magistrats qui essaient de bien faire leur travail, de greffiers qui essaient de bien faire leur travail, et énormément de décisions sont quand même rendues de façon plutôt conforme au droit. Alors c'est vrai que quand on tombe sur le cas idéologique où le juge va imposer son idéologie, parce que ça n'est que ça en fait, là je pense que c'est un devoir des citoyens de combattre par les voies légales. Il y a des recours, il y a des cours de cassation, il y a des différentes de choses. On a... Autant faire changer les choses. Je l'ai fait plusieurs fois, je le fais encore en ce moment, pour essayer de faire évoluer les choses et pour que ces gens-là ne puissent pas nuire à notre liberté, justement, en imposant une idéologie plutôt qu'en faisant leur travail qui est de faire appliquer la loi. Donc oui, il est évident que si enfin, c'est la loi. Quelqu'un rentre chez vous, oui, le cas où vous nous donniez du monsieur de nuit qui est un intrus chez lui, qui a 90 ans, il est évident qu'il a le devoir même moral de se défendre lui-même. Il n'a pas à sacrifier sa vie ou à la risquer. Et justement, l'article 122.6 du Code pénal a été fait pour ça, je pense. Et c'est ça qui fait foi entre les Français. Donc voilà, si un magistrat fait n'importe quoi, ou des magistrats, ils peuvent être en groupe malheureusement, oui, c'est déplorable, oui, on doit lutter contre ça. Pour autant, je ne pense pas que notre système judiciaire soit complètement pourri ou déformé. Ce sont des cas particuliers, comme l'avion qui se crache. Voilà, c'est malheureusement, on ne voit que cela évidemment, mais heureusement, il y a beaucoup de gens qui essaient de bien faire leur travail, me semble-t-il. Non, mais vous avez raison de le rappeler d'abord, et puis de rappeler que nous avons, je pense, et c'est ce que disent beaucoup de spécialistes qu'on reçoit ici, l'attirail, l'arsenal plutôt juridique nécessaire aujourd'hui à faire appliquer les lois et à assurer une justice qui serait vraiment protectrice des Français comme il le faudrait. Seulement, parfois, il se trouve qu'il y a des décisions, comme on a pu les citer, qui ne vont pas forcément dans ce sens-là. Et là, on peut clairement parler on en a beaucoup parlé aussi récemment, de justice politique ou idéologisée, avec certains syndicats notamment qui sont très actifs sur ces questions-là. Deuxième sujet, on va sortir un petit peu de la défense de sa propriété privée, mais pour assurer, plutôt pour revenir sur cette question-là, je vous citais cet article du Figaro avec ces personnes qui sont visiblement des proches, en tout cas affectés par la mort de Thomas, et qui sont allés dire, nous, la prochaine fois, on va aller régler la situation. On ira sur le point de deal et on calmera ces voyous. Là, c'est encore autre chose. On sort de chez soi, mais on se dit finalement, ces choses-là ne sont pas réglées, ou alors ces jeunes-là sont peut-être arrêtés, mais ils ressortent 2 jours après. Donc, à nous de faire, finalement, de faire régner la paix, entre guillemets. Évidemment, je ne fais que les citer, je ne dis pas que j'approuve ce qui est dit. Comment vous réagissez à cela? D'abord, Cédric Galiano, puis Alexandre Cugnaget-Préval. Écoutez, c'est une question à laquelle j'ai réfléchi, bien entendu. Ça me semble des visions à très court terme et très inefficaces. Le problème de fond, c'est un problème d'éducation.
on se retrouve avec des populations, alors en partie d'origine immigrée, mais là aussi qui sont bien, bien blancs de souche, qui n'ont pas d'éducation. Et on a un défaut dans notre pays, c'est que pendant longtemps, on a décidé que l'éducation relevait des parents, chose, on paraît une bonne chose. Les parents avaient le monopole de l'éducation. Et quand les parents sont défaillants, et là c'est le cas, on voit des reportages, des émeutiers, des familles monoparentales avec des mamans qui disaient bah oui, il faut un papa pour éduquer, pour leur apprendre l'autorité. Quand les parents sont défaillants, l'éducation nationale ne prend pas le relais parce qu'à juste titre, elle dit on est là pour instruire, pas pour éduquer. Les professeurs ne sont pas les parents des élèves. L'entreprise dit bah moi je veux des gens déjà éduqués, j'ai autre chose à faire que d'éduquer les gens que j'embauche. Et le service national qui permettait une éducation, justement, qui permettait d'apprendre les bases de la vie en société, se lever le matin, se laver, saluer le drapeau, aller travailler, le service national a disparu. Et donc, on se retrouve avec tout un groupe de population qui est complètement déconnecté de la vie sociale, qui vit dans une espèce de monde parallèle, avec leurs propres codes, leur propre langage. Et à aucun moment, personne ne va les éduquer, personne ne va leur dire les choses. Donc, alors qu'en fait, un certain nombre d'entre eux, c'est mon expérience, sont tout à fait réceptifs. Moi, dans mes ouvriers, j'en ai qui arrivent avec une situation éducative, on va dire, plus que légère. Mais un certain nombre d'entre eux sont prêts à entendre ça. C'est juste qu'ils n'ont pas l'école, ils ne savent pas ce qu'il faut faire, et puis qu'ils ont besoin de fermeté, ils ont besoin qu'on leur impose une autorité, des règles, et ils sont capables de le faire. Et ça, je pense que la solution ne peut être que là, parce qu'on ne peut pas les massacrer, tous ceux qui font n'importe quoi. On ne peut pas non plus cohabiter entre des gens déconnectés du reste de la société qui font n'importe quoi et qui n'ont pas de règles. Il va falloir qu'à un moment ou à un autre, on se dise qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes. À Montargis, on a quand même 40% de chômage chez les moins de 24 ans. Oui. Qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes ? On ne peut pas dire on va les massacrer. Ouais, ok, ça ne va rien résoudre. Et puis si on commence à massacrer les gens qui ne sont pas comme nous, on sait comment ça finit. En général, ça finit mal. Parce que qui fixe qui doit être comme nous, quelle est la norme ? Donc, pour moi, la seule solution, c'est effectivement de remettre de la fermeté, mais dans l'éducation, c'est d'arrêter le bisounoursisme. Parce qu'on vit dans un monde où on explique à ces gamins que ce n'est pas leur faute. C'est vos origines, c'est vos revenus, c'est votre milieu social. Et bien sûr que si, c'est leur faute. À quel moment, le matin, quand ils se lèvent, ils ne peuvent pas prendre les bonnes décisions ? À quel moment, ils ne peuvent pas décider de respecter les règles, de respecter leurs concitoyens, d'aller travailler ? Ça relève d'eux, mais il faut que quelqu'un le leur dise. Il faut qu'on arrête de leur dire « Ah, mes pauvres chéris, c'est pas de bol pour vous ». Bien sûr que si, c'est leur faute, c'est leur problème, mais ils n'en sont même pas conscients, parce qu'ils n'ont rien dans le crâne, parce qu'on leur a rien mis. La culture de l'excuse. Il y a un discours à changer, et moi, je l'ai fait. J'ai quand même dans mes ouvriers. Ma star, c'est Jamal. C'est un garçon qui est issu de l'immigration marocaine, qui a une jeunesse un peu compliquée. Le mois dernier, Jamal a gagné 60 000 euros. Et j'ai les couvreurs les mieux payés de France et j'en suis très fier. C'est un de mes plus grands accomplissements. Et Jamal est respectueux des lois, Jamal est respectueux de ses collègues, Jamal est respectueux du travail. Et alors, on est d'accord, c'est pas le plus idiot de la bande. Il est plus intelligent comme garçon, évidemment. C'est pas un hasard. Mais je pense qu'on peut changer le paradigme et dire voilà, maintenant on dit les choses, on arrête de trouver des excuses, on arrête dans un monde de bisounours, on rappelle que le respect des règles, le respect des autres et le travail, c'est quand même la meilleure voie pour intégrer les gens dans la société, indépendamment de leurs origines. Et voilà, ça me semble une voie plus positive qui nous permettrait de sortir par le haut de cette situation où pour l'instant, je ne vois pas d'amélioration, je vois une aggravation, c'est-à-dire que on cohabite. Oui, tout à fait, face à face. Alors, je vais poser la même question et vous donner le mot de la fin, Alexandre Funès de Preval. Oui, moi, je suis pas très optimiste. Vous avez cité Corneille tout à l'heure. Restons avec Corneille. On est face à un dilemme cornélien et c'est le propre de toute tragédie, c'est-à-dire que c'est trop tard. Certains ont annoncé pendant des années, des dizaines d'années, ce qui allait arriver. Maintenant, ça arrive. Le problème, c'est que l'État est failli, complètement. Et il continue à persécuter les citoyens honnêtes. Donc, on ne va pas s'en sortir. J'ai pas trop de solutions. Je vous dis, c'est trop tard. Plus pessimiste que Cédric Galinos sur ces questions-là. Je suis extrêmement pessimiste. On le voit tous les jours. Ça s'aggrave, c'est en train de s'effondrer sous nos yeux. Comment ça finira ? J'espère pas dans un bain de sang. Effectivement, la pire des solutions, ça serait de sortir en bande et de commencer à aller chasser les uns les autres parce que ça se retournera contre ceux qui chassent.
et ça finirait encore plus mal que ce qui se passe actuellement. Mais déjà, la première chose à se rentrer dans la tête, c'est que notre ennemi, c'est pas ceux qu'on nous dit qui sont en face, les émeutiers, les décérébrés, etc., etc. C'est ceux qui les ont, fait venir, c'est ceux qui les ont déresponsabilisés totalement, qui leur ont donné toutes les excuses du monde. Donc, ne nous trompons pas d'ennemi. L'ennemi, c'est pas l'abruti qui brûle un bus parce qu'il n'a rien d'autre à faire. Ou un commerce en pensant que c'est l'État, comme disait Cédric Galiano tout à l'heure. L'ennemi, aujourd'hui, c'est l'État. Oui. Donc, il faudra changer. L'État qui a rendu irresponsables tous ces gens-là et qui les a fait rentrer de manière irresponsable d'ailleurs, aussi également, si on parle de migration illégale. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup pour ce vaste sujet sur, en tout cas, la légitime défense, voire l'autodéfense, puisqu'on a abordé un peu aussi cette question-là, pour pallier une forme d'inaptitude ou d'absence de l'État. Merci beaucoup Cédric Galiano, on était très heureux de vous entendre aujourd'hui, le chevalier des temps modernes, chef d'entreprise de Montargis. Merci à vous Alexandre Cugnache d'Apreval, donc avocat au barreau de Paris. Merci à vous deux. Et puis